Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je mets un peu de lumière. Je vais profiter de ces quelques instants où les gens arrivent pour expliquer un peu le but de ces webinaires. Le but de ces webinaires est de compléter l'ensemble du module, les 5 étapes qui mènent à la découverte de son job idéal. Il a aussi pour but d'initier un dialogue et de répondre à des questions qui sont posées. Donc, je choisis souvent des thèmes qui me sont transmis par tous les participants selon les niveaux de blocage, les difficultés qu'ils peuvent ressentir dans la recherche de leur job idéal. Aujourd'hui, je vais résumer un peu ce que nous allons poursuivre. Je voulais vous parler d'une méthode qui est fondamentale en matière de recherche de poste. C'est le sourcing. Et on va en parler abondamment avec des exemples. Après, nous reviendrons au problème de l'auto-évaluation. Quels sont les écueils de jugement que nous pouvons exercer sur l'évaluation de nous-mêmes? Ce n'est pas un exercice simple. Je parlerai également de l'intelligence émotionnelle et de suivre son intuition. J'aborderai aussi l'évolution de la méthode de travail du webinaire. Je voudrais introduire ce sujet en rappelant un peu ce qu'est la méthode Happy Job. La méthode Happy Job a été créée par le chasseur de tête que je suis. J'ai fait ça pendant 40 ans. Je croyais que j'y entrerais pour quelques mois. Puis finalement, je me suis plu à ce métier. Et j'ai eu la chance d'être formé par le fondateur de Spencer Stuart, qui s'appelait Monsieur Spencer Stuart, qui était basé à Chicago et qui m'a formé, qui m'a appris les secrets de cette méthode, dont le sourcing. Et vous verrez, c'est pas banal. Je rappelle néanmoins que c'est finalement une chasse de tête, la recherche d'un job. C'est la chasse de son futur employeur, ce qui permet de mettre une perspective qualitative sur son futur employeur. Vous allez le recruter, vous allez initialement déterminer les besoins, qu'est-ce qui, en fonction de votre personnalité, de vos compétences, de ce que vous recherchez, de vos valeurs, vous allez faire un profil type de l'entreprise que vous recherchez et de son dirigeant ou de son équipe de direction. C'est donc un recrutement. Ce recrutement n'est pas simple, il correspond à votre personnalité, à ce qui vous plaît et à ceux dont vous avez besoin et à ceux que vous pouvez apporter à une entreprise. On verra que c'est une phase très complexe qui peut se faire rapidement, mais qui est complexe. Cette chasse de tête à l'envers que je vous propose de faire, qui s'appelle la recherche ou la découverte de son futur job idéal, implique plusieurs dimensions et nous allons voir qu'il ne suffit pas de rechercher un poste où techniquement vous êtes compétent, qui est bien payé, mais il faut trouver un poste où vous allez vous épanouir et vous accomplir. Beaucoup plus
métaphysique que ces deux premiers critères de la rémunération et du job, et du contenu, au fond, du job. C'est un ensemble de réalisation de soi-même dans un nouvel environnement. Il faut garder bien ces principes à l'esprit. Alors, on a évalué les critères d'épanouissement. Mais avant d'aborder les critères d'épanouissement qui permettent de juger les cibles que l'on veut atteindre, je rappelle que le processus est objectif. Le but, c'est de réaliser, de réussir sa vie professionnelle. Il faut avoir le courage de connaître ses limites, de connaître aussi ses compétences. Ça demande de la lucidité, une absence totale d'arrogance vis-à-vis de soi-même, ça ne sert à rien puisque vous êtes des deux côtés. Et enfin, il y a un ennemi, l'ennemi public numéro un de la recherche de jobs, c'est la procrastination, c'est remettre à demain certaines des tâches plus difficiles à réaliser. Alors ceci doit se situer dans un contexte où la recherche d'un job induit des pensées négatives, puisque la recherche du job, ça va être recevoir des réponses qui sont non, non, non et non. Et puis à un moment donné, c'est oui, et la recherche est terminée. Vous rangez le dossier, vous avez votre nouveau poste qui correspond aux critères que vous étiez fixés. Donc, quand on est dans cette phase où soit on rejette soi-même les propositions, soit l'employeur potentiel considère que vous ne correspondez pas ou vous correspondez moins à ce qu'il recherche, vous êtes amené à douter de vous-même. Il faut éviter cela. Et pour éviter cela, vous verrez que dans la phase 1, qui est l'auto-évaluation, il ne faut pas simplement dire je suis compétent dans tel domaine, j'ai telle personnalité, j'ai tel soft skills, hein, les talents mous, les talents qualitatifs, qui ne sont pas des compétences techniques, mais qui sont des talents, la pugnacité, l'empathie, etc., le leadership. J'ai prouvé par des expériences positives que je réussissais dans tel et tel domaine. Et ça, il faut en faire la liste. Et quand vous avez la liste, ça vous rassure. Vous vous dites, si je n'obtiens pas tel poste, c'est pas grave, j'ai quand même réussi ça, ça et ça. Et on a tous des succès. On les oublie parfois ou on les partage avec d'autres, mais il faut les faire remonter à la surface pour vous rassurer et puis pour rassurer vos interlocuteurs. Alors l'exercice, vous le connaissez maintenant, mais je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est essentiellement s'évaluer soi-même, évaluer ses expériences de réussite, car c'est votre carte de visite finalement, bien connaître les éléments de votre personnalité qu'il faudra mettre en avant de façon concrète, rappeler ses compétences techniques et rappeler aussi les choses que vous voudriez faire qui sont vos passions, car on réussit beaucoup mieux quand on est passionné. Une fois que vous avez franchi cette première étape, c'est presque automatique. Vous savez les cibles que vous préférez. Mais ce n'est pas ça, les cibles. Les cibles que vous préférez, elles doivent avoir deux qualités. D'abord, correspondre à vos divers critères, mais aussi correspondre aux besoins
qu'ont ces entreprises de quelqu'un comme vous. C'est plus complexe. Donc il faut faire à tout moment une petite étude de marché. C'est facilité par l'existence d'Internet, de LinkedIn, de toutes les informations dont on dispose dans le monde digital dans lequel on vit. Mais ça demande à le faire pour deviner à l'avance. Là, il y aura des chances que telle cible soit intéressée par moi. C'est l'union de ces deux besoins qui fait le recrutement. Alors, la troisième phase de ce processus, c'est l'approche. La plupart des gens n'aiment pas approcher. Ils pensent qu'on va leur donner une claque, ou qu'on ne va pas vouloir les voir, ou qu'on va ennuyer. En réalité, les futurs employeurs sont ravis qu'on les contacte. Ça valorise leur entreprise d'être sollicité. Et généralement, on ne vous reprochera pas d'avoir abordé une entreprise pour demander s'il y a un besoin correspondant à vos talents et à vos qualités professionnelles. Il faut approcher au bon niveau. Et puis, il faut apprendre l'art du téléphone, l'art de l'approche. Ce n'est pas un métier passif où on envoie juste une lettre et un curriculum vitae. Ça n'a aucun sens. Il faut s'expliquer, prendre contact, parler aux gens. C'est un art où on doit se dépenser. Alors, il y a bien sûr à réviser un peu ces notions sur les curriculum vitae et les pages web ou les blogs que l'on a pour être vraiment une candidature moderne et pas une candidature qui veut rien dire, où on donne des éléments techniques qui n'intéressent personne, qui intéressent uniquement vos contreparties dans une société, mais pour accéder, il va falloir bien passer par des DRH, par des recommandations, par le réseau, et le réseau ne parle pas nécessairement votre langage technique. Donc il faut un peu revoir ça et rédiger tout ça. Et puis enfin, j'en ai beaucoup parlé ces temps-ci, depuis plusieurs mois, aborder l'interview dans ce qu'il est réellement, et non pas dans les mythes que l'on se fait de l'interview. Ce que veut savoir un futur employeur dans l'interview, c'est si vous correspondrez au poste que l'on va vous donner dans le futur, dans un contexte nouveau, et si vous partagez les valeurs de l'entreprise et si vous allez vous entendre avec l'équipe. Votre passé, bien sûr, c'est un support de conversation, mais c'est moins intéressant que d'élaborer dans une conversation les plans d'avenir, l'avenir que vous aurez avec eux lorsque vous serez rentré chez eux. Le véritable interview est une conversation. Alors ces 5 étapes, je tiens à préciser, il faut les voir non pas en séquence, mais de façon circulaire, car au bout d'une semaine, si vous, même si vous avez fait une recherche passive dans les mois précédents, mais à un moment donné, vous entrez dans la phase active, vous ne savez pas très bien quand vous serez interviewé, quand vous serez recommandé, et donc il faut être prêt sur ces 5 chapitres qui représentent 25 différentes étapes. Il faut à tout moment exercer son jugement sur des cibles, même si on n'a pas encore fini son auto-évaluation. On est testé d'ailleurs. Le processus dans lequel nous allons entrer
est une véritable aventure humaine, car il s'agit de vous accomplir, il s'agit de vous épanouir, et il s'agit de revoir un peu votre vie. La vie professionnelle représente 50% de la vie éveillée. On oublie le sommeil, il vous reste 16 heures, ben c'est 16 heures en moyenne. Hein. Vous avez peut-être 8 heures éveillées, 8 heures que vous consacrez au travail, peut-être plus, parfois 10, 12. On a vu des, des forçats du travail, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs. Il importe que ces 8 heures de vie professionnelle soient heureuses et que le test, c'est que le matin, vous y alliez comme si vous alliez dans une partie de plaisir, comme si vous alliez à la campagne, ou vous visitez quelque chose de nouveau. Il faut que vous soyez passionné et content d'aller au bureau, content d'aller à l'usine ou content d'aller faire des démarches avec des clients. Si c'est une souffrance, comme l'instrument de torture que l'étymologie du mot travail évoque, puisque c'était le tripalium, était un instrument de torture du Moyen Âge et de l'Antiquité, le travail ne doit pas être une torture, ça doit être un plaisir. Et si ce n'est pas un plaisir, ça se retrouvera dans votre personnalité au bout de quelque temps. Ça sera inscrit comme aigreur, mécontentement, euh, peut-être même une dépression. Et donc faut éviter cela. Toujours dans l'introduction, avant d'aborder le sourcing, je voulais rappeler quelques points de définition. Parce qu'on dit s'épanouir au travail, mon prochain job sera un épanouissement, ce sera un progrès. Oui, bien sûr, mais ça, c'est des généralités. Sur le plan spécifique, je vous ai indiqué dans le passé, et je l'indique pour les nouveaux participants, il y avait 8 points qu'il faut essayer de trouver dans son futur emploi, cadre supérieur, puisque nous nous consacrons au cadre supérieur et aux dirigeants, ou à ceux qui ont le potentiel de le devenir. Alors voici la liste que j'avais faite à l'époque. Pour être heureux et épanoui dans un poste, il faut d'abord se sentir efficace. Il faut que quand on travaille, il faut que les choses avancent, qu'il y ait un contexte qui soit propice à du progrès sur le plan du travail lui-même, son contenu. Un autre critère qu'on avait évoqué ensemble, c'était que votre travail ait un sens. Alors le sens, ce n'est pas un sens mystique, mais c'est un sens moral, que ça rende service à la communauté, que ce soit qu'il y ait une valeur universellement admise de ce que vous faites. Il faut aussi que le poste soit intéressant, qu'on découvre des choses, que vous appreniez. Le jour où vous n'apprenez plus, vous êtes dans un cercueil. Même si vous gagnez de l'argent, vous vous endormez. Et vous devenez un vieux crouton alors que vous êtes encore jeune. Il faut découvrir des choses nouvelles, apprendre, se former, se rénover. Ça, c'est un troisième critère d'un poste épanouissant. Le quatrième qu'on avait évoqué, c'était ressentir de la reconnaissance. Ne pas être dans une ambiance odieuse où on ne vous reconnaît pas de la valeur de votre travail. Le cinquième point, c'était le niveau d'autonomie. La possibilité
déléguer à d'autres et de recevoir une délégation complète. Vous êtes directeur commercial, ben, il faut que vous puissiez recruter vos vendeurs ou, ou avoir une influence considérable sur le recrutement de votre équipe. Et puis qu'on ne vienne pas à chaque instant contrôler, inspecter ce que vous faites. Alors, difficile de définir ce qu'est une bonne ambiance, mais nous l'avons inclus. Il faut que l'ambiance de travail soit sympathique, qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de la confiance mutuelle, qu'il y ait un respect mutuel entre les membres de l'équipe. On sait ce que c'est qu'une ambiance politique odieuse dans une entreprise. Le septième point qui permet d'arriver à l'épanouissement, c'est qu'il y ait des valeurs communes qui sont partagées. Par exemple, égalité sur l'emploi des femmes et les salaires, égalité sur le plan des rapports sociaux, qu'il n'y ait pas des castes particulières, qu'il y ait un système moral de façon de traiter les clients, qu'on les traite dans leur intérêt à long terme, et une sorte de déontologie du business qui soit respectée. Et enfin, le point le plus important, c'est l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui est la cause du bonheur à long terme. Bonheur familial, bonheur professionnel. Il faut qu'il y ait un équilibre. On peut à certains moments mettre un coup de collier et travailler énormément parce qu'on est sur un projet, mais il faut qu'il y ait des compensations et que votre vie de famille n'en prenne pas un coup. Donc ça, ce sont des considérations essentielles. J'avais évoqué à un moment donné le contexte de la vie tout court, qui comprenait un certain nombre de critères autres que la carrière, car dans la vie réussie tout court est un ensemble de critères qui ne comprend la carrière et la rémunération, bien sûr, mais qui comprend beaucoup d'autres choses. On avait cité la santé, le sport, l'épanouissement intellectuel, les lectures, les émotions que vous ressentez en famille ou avec les amis, l'épanouissement de votre personnalité. Il ne faut pas que votre futur job soit en contradiction avec votre personnalité, et qu'on vous reproche tout le temps ce que vous êtes fondamentalement. C'est une erreur d'être dans une entreprise qui vit dans le secret total permanent, alors que vous êtes expansif et vous avez besoin de travailler en groupe et d'échanger. Il ne faut jamais abandonner le critère essentiel de la vie, qui sont la vie sentimentale, les parents, la famille, et pas mettre cela en retrait par rapport à sa carrière, qui est une chose essentielle, et les objectifs financiers. Tout cet ensemble qui constitue la vision globale de votre vie, que j'avais appelé à l'époque le Life Book, parce que c'était inspiré d'une école américaine de vie complète, épanouie. Il faut que vous puissiez harmonieusement l'insérer quand vous construisez votre plan de carrière. Ayant abordé ces points, on peut aller plus loin et aborder la question du sourcing. Pourquoi ai-je indiqué que c'est
un des éléments stratégiques essentiels. Je vais vous dire, c'est tout simple. C'est parce que j'ai eu la chance d'être formé par un des meilleurs chasseurs de tête du monde, M. Spencer Stuart. J'ai connu à peu près tous les grands chasseurs de tête, les vedettes de Heydrich and Struggles, qui était Jerry Roach, un des fondateurs du métier aux États-Unis, qui s'appelait George Haley, et Bob Getty, qui étaient les stars des années 60-70 dans ce métier que tout jeune je rencontrais. J'ai rencontré Sid Boyden, le fondateur de Boyden, qui m'a expliqué, ils m'ont raconté leur vie. Les Américains sont très ouverts, les concurrents, c'est des amis, les concurrents. Il y a des métiers où les gens se détestent, c'est pire, mais la chasse de tête, on a beaucoup plus en commun avec ses concurrents que la concurrence elle-même sur les clients. Et j'ai retenu des leçons. Et la leçon la plus importante que j'ai retenue, c'est le sourcing. Et le sourcing s'applique à tous les recrutements, qu'ils soient recrutement de votre futur job, votre futur employeur, ou recrutement d'un candidat pour un poste. Alors voici comment je le décris. Le sourcing, en fait, le sourcing, ça veut dire l'approvisionnement. Mais l'approvisionnement en candidat, vous n'allez pas très loin. Le sourcing, c'est un billard à deux bandes. On vous donne une recherche difficile. Supposons, comme chasseur de tête, on vous dit, il faut trouver un directeur des ventes qui connaît tous les pays européens, qui puisse aller aussi bien à la Rinascente vendre vos produits en Italie que dans le groupe Printemps ici, qu'en Allemagne chez Kaufhof, qu'en Angleterre chez Harrods, un homme directeur des ventes européen. Très difficile parce qu'on trouve des directeurs des ventes, des directeurs commerciaux France, Italie, Allemagne, Espagne, c'est souvent national. Et puis la vente, c'est quelque chose de culturel. On ne vend pas aux Espagnols et aux Italiens comme on vend aux Suédois. Recherche difficile. J'avais cette recherche. Je devais avoir 27 ans. J'avais de bons diplômes, mais je ne connaissais rien. Les diplômes vous introduisent. Mais votre réussite ne dépend pas de vos diplômes, elle dépend de l'application de vos diplômes et de qui vous êtes aux situations extérieures de business. Et j'avais un sorte de mentor et patron, un boss, qui venait de Chicago, qui était donc M. Spencer Stuart. Et alors sa méthode de formation, finalement, ça consistait à venir une semaine par mois en Europe, il faisait le tour des divers bureaux, il y avait un petit jeunet, c'était moi qui venais d'arriver depuis 6 mois, il fallait voir ce qu'il faisait, l'aider, lui apprendre les ficelles du métier, et il me posait une seule question en arrivant. Il disait, quelle est la recherche de candidats sur laquelle vous n'arrivez pas à avancer, celle sur laquelle vous êtes en train d'échouer, vous êtes bloqué. Quelle est votre recherche la plus dure? Et on va la faire ensemble. Et il était là pour 2 jours. Il m'a dit, moi, en 2 jours, je résous votre problème. Alors j'avais cette recherche de directeur des ventes Europe pour une société américaine qui était dans les produits de grande consommation. Je ne trouvais pas. Il m'a dit, ne cherchez pas des candidats. Vous allez dans les annuaires, vous allez sur LinkedIn, vous prenez les sociétés cibles, et dans les sociétés cibles, vous prenez les candidats, les titulaires des postes
vous allez avoir 50 noms et puis vous ne savez pas s'ils sont bons. C'est du travail au hasard. Nous allons faire le billard à deux bandes, on va chercher la source et la source nous donnera les candidats. Alors la source, on l'a cherchée, qu'est-ce que c'est? Alors la source, ce sont des personnes informées qui peuvent sélectionner vos cibles et les valider. Ce sont, par exemple, des prestataires, quelqu'un qui vend de l'informatique au secteur alimentaire, ben, doit connaître les patrons des industries alimentaires. Quelqu'un qui fait des études de marché pour les produits de grande consommation se doit de connaître les directeurs généraux, les directeurs de marketing et les directeurs commerciaux des principales sociétés de grande consommation. Et il les connaît intimement, car ils vendent des programmes, ces deux messieurs, soit dans l'informatique, soit dans les études de marché, vendent des programmes d'études, d'analyse de stock, de sondage pour 100 000, 200 000, 500 000 euros à ses clients B2B. Donc, ce sont des contrats qu'il faut renouveler d'année en année. Il faut donner de la valeur, sinon les contrats vont être interrompus. Donc, ils ont une intimité très grande avec ces entreprises. Ils connaissent le patron, ils connaissent le numéro 2, le numéro 3. Et notamment le directeur des ventes. On téléphone à la personne, il faut avoir un talent d'approche dont on parlera plus tard, qui est le tchatch, être aimable, demander si on dérange à ce moment-là, prévenir par un SMS ou un email qu'on va appeler, s'organiser avec le secrétariat pour trouver le bon moment. Bref, on invite à déjeuner la personne, on la traite au mieux qu'il est possible, et on a une personne qui est très motivée parce que vous lui demandez finalement de recruter un de ses futurs clients. C'est moi qui recrute, moi, chasseur de tête, je recrute, mais vous cherchez des clients. Et si je vous trouve le directeur général ou le directeur des ventes de telle société importante, à un moment donné, je dirai au candidat qui a pris le poste que c'est grâce à vous que j'ai pu le découvrir. Et ça créera disons, une porte d'entrée très favorable à son futur client. La source vous donne la compétence, l'ambiance, l'entreprise, l'image, les valeurs. Il vous dit si telle personne est le fils du patron ou le neveu avec un autre nom ou un gendre. Il vous dit tout sur l'entreprise. Pas des secrets. Vous n'en avez pas besoin d'ailleurs, ce n'est pas votre problème. Mais il va vous dire si telle entreprise a un candidat valable. Appliquons ça à la recherche d'un job. Le sourcing, c'est la même chose. Le sourcing, c'est un prestataire de service qui peut être d'ailleurs un avocat d'affaires. Si on cherche un bon directeur financier, un avocat d'affaires qui traite avec les directeurs financiers de fusion-acquisition, si l'entreprise a fait beaucoup de fusions et acquisitions, serait une source idéale d'un banquier d'affaires. Si je cherche un banquier d'affaires qui a fait de l'opérationnel, qui a été dans un business, un avocat d'affaires est tout indiqué. Ça peut être aussi un concurrent. Le
concurrence est plus délicat car il y a des questions d'intérêt. Mais le prestataire, c'est quelqu'un, ou le fournisseur, c'est quelqu'un qui doit connaître ses clients, garder une intimité avec ses clients. Un fournisseur de pneumatiques connaît tous les fabricants automobiles en Europe et même dans le monde. Il est un des principaux fournisseurs de l'industrie automobile. Donc il connaît les progrès, les évolutions, il a un dialogue très proche. Votre stratégie, en fonction de qui vous êtes, de votre objectif, consiste à trouver des sources plutôt qu'à accumuler des sociétés qui ne seront pas intéressées. Alors, il y a d'autres moyens de faire du sourcing. Il y a divers niveaux de sourcing. J'en ai développé 3 ou 4. Mais la découverte d'une source, c'est pour vous fondamental pour réussir à trouver un poste élevé. Alors, vous vous souvenez que nous avons évoqué que le marché était divisé en 2 parties. Le marché des jobs pour les cadres supérieurs et dirigeants, est divisé en 2 parties. Le marché officiel, visible, je prenais l'image de l'iceberg, la partie qui est au-dessus de l'eau, que l'on voit, ça représente environ 15% du marché, peut-être 20%. Ce sont les annonces qui ne donnent rien pour les cadres, mais qui donnent des indications sur les sociétés qui recrutent. C'est une information très importante. Vous avez aussi les chasseurs de tête qui ne cherchent que des candidats pour leurs clients. Donc, si vous ne correspondez pas au profil du candidat pour un client, c'est pas de chance, rien pour vous. Le marché comprend aussi des sites de jobs comme Indeed, Monster, HireMe, enfin il y en a plein, qui donnent des indications sur le marché, mais qui ne vont pas vous trouver, au-delà d'un certain niveau, des postes pour cadres supérieurs ou cadres hautement qualifiés. Mais il y a des chasseurs de tête intermédiaires des chasseurs de tête qui descendent au niveau des recrutements moyens. Ce n'était pas le cas des entreprises où j'étais. On se limitait aux cadres supérieurs et aux cadres dirigeants. Mais vous avez des chasseurs de tête qui recrutent pour des personnes à fort potentiel, qui ne sont pas encore cadres supérieurs et qui ils ont des mandats, ils vont voir les clients en fonction de certaines candidatures. Donc ça peut être très utile de le faire. Et ce n'est pas parce que ça ne représente que 20% ou 15% des recrutements qu'il ne faut pas le faire. Mais la majorité des recrutements, c'est le marché caché, c'est le marché virtuel, c'est le marché des, des jobs potentiels qui ne sont pas encore créés, qui sont en cours de création, où on réfléchit aux problèmes, on fait le recrutement peut-être soi-même par opportunisme. C'est des recrutements opportunistes. Si l'occasion se présente, on va recruter le directeur commercial, le contrôleur financier, le gestionnaire de fonds, parce que l'opportunité existe, mais on n'aurait pas fait autrement. Ce marché caché, il faut y accéder, il faut trouver des sources. Et les sources, évidemment, c'est des personnes qui ont une connaissance intime de cette entreprise et qui peuvent non seulement vous donner le nom de la personne à contacter, parfois même vous recommander pour gagner des points vis-à-vis de cet employeur futur potentiel pour vous, mais ils peuvent valider dans votre esprit l'entreprise en fonction des descriptions qu'il en donnera. Alors l'idéal, c'est de trouver un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui s'improvise avec vous comme conseiller dans votre recherche. Ce sont des gens
qu'on rencontre probablement pour la première fois, puis on devient amis, on déjeune ensemble, on s'échange des informations, on s'entraide, et puis il connaît très bien un secteur. Imaginons quelqu'un qui cherche à entrer dans une banque d'affaires, dans la partie fusion-acquisition. Vous fréquentez quelqu'un a été directeur financier d'un grand groupe, il connaît toutes les banques d'affaires, qui le sollicitent tout le temps. Il peut vous donner des recommandations. Parfois, il peut même appeler les gens. Il peut vous dire, faites attention là, il y a telle personne, c'est pas quelqu'un de très agréable, etc. Oui. Donc, le mentor qui s'improvise au cours de la recherche en conseil personnel. Et ça, c'est très précieux. Je mets des indices sur les sources et je les mets de 1 à 5. 5 étant la source parfaite, la source idéale que je viens de décrire, c'est-à-dire la personne qui vous prend presque en charge, qui devient votre ami, qui dit, ben, écoutez, je connais un peu ce milieu, vous êtes votre recherche se concentre sur tel secteur, je le connais par cœur, ben, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il faut voir, et vous faites votre recherche. Et votre ciblage, à ce moment-là, est validé, car il ne suffit pas de faire une cible de ce que vous voulez, il faut que vous ayez une cible de ce que vous voulez et de ce que les autres ont besoin de quelqu'un comme vous. C'est cette harmonie préétablie complète qu'il faut créer. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Et il faut que votre cible constitue une société qui recherche quelqu'un ayant vos qualifications, qui soit en expansion, et votre mentor ou votre source aura l'indice 5 parce qu'il connaît toutes les sociétés, il connaît toutes les cibles, il peut vous introduire et il valide chaque cible. Je recommande le chiffre magique de 30, qu'il y ait 30 cibles. Ben, vous n'y arrivez pas du premier jour, mais il faut une discipline. Il faut que tous les jours, vous vous disiez, moi, je vais chercher 3 cibles. Alors, cible, une entreprise dans un domaine que vous connaissez, ou dans un domaine où vous avez une passion ou un désir d'intégrer, et où vous êtes qualifié, et puis de l'autre côté, une société qui recrute, qui a des besoins, et on sait que les moyens de découvrir ça, c'est l'étude de marché sectorielle auprès de sources. Donc la source numéro 1, celle qui a l'indice 5, c'est la personne qui vous prend presque en charge par amitié. Et il y a d'autres types de sources qui sont très précieuses. J'avais classé un certain nombre de ces sources. Il y a les avocats, il y a les conseils en organisation, il y a les anciens qui sont à la retraite, qui connaissent très bien un secteur donné. Parfois, ils dirigent une association professionnelle ou ils l'ont dirigée, ils connaissent tout le monde dans un secteur. Il faut que vous réfléchissiez en fonction de votre ciblage sectoriel. Et bien sûr, le premier point, c'est la géographie. Où voulez-vous être localisé? Quelle est la flexibilité que vous avez? Est-ce que vous êtes soucieux de rester dans l'est de la France et vous n'avez pas l'intention de quitter? Donc, c'est déjà un premier point d'ancrage. Deuxième point, les secteurs où vous pouvez être, pas seulement le vôtre actuel, vous pouvez vous cloner, mais c'est pas. Peut-être qu'il faut évoluer dans la vie, passer d'un métier à un métier légèrement différent, pourvu que vous ayez la personnalité correspondante. Et à partir de cette liste, trouver les gens
qui sont en phase de recrutement. Alors, il y a des personnes qui sont des sources sur une seule société. Ben, c'est très précieux. Ils ne connaissent pas le secteur, mais ils connaissent une société. Ben, ça devient une source. J'ai eu une recherche récemment d'un président de l'assurance. J'avais deux sources. J'avais d'abord le directeur général, le président, qui partait à la retraite et dont je recrutais le successeur. Ben, il avait 65 ans, c'était un conseiller à la Cour des comptes, il connaissait toutes les compagnies d'assurance. Il m'a donné non seulement le nom de ses 10 principaux collègues, mais il m'a donné leur portable. Donc, quand j'ai validé avec une autre source, qui est un ami qui présidait le secteur de l'assurance, l'association, il m'a dit, lui, voilà les 4 meilleurs. J'avais les 4 portables, je les ai appelés, et on a pu démarrer. On a très sérieusement démarré au point que j'avais des candidats intéressés. Et vous, si vous vous intéressez à un secteur donné que vous ne connaissez pas, trouvez une source de ce secteur, par exemple quelqu'un à la retraite qui les connaît tous, président de l'association, vous allez le voir, il faut trouver un prétexte, il faut pas jouer à cache-cache, vous dites moi je cherche un poste dans ce secteur, je fais le tour du secteur, vous connaissez énormément ce secteur, j'aimerais vous demander des tuyaux pour faire mon plan de recherche. Les gens apprécient d'être conseillés et d'aider. J'ai jamais refusé à qui que ce soit de l'aider. Même s'il n'y avait pas à la clé un recrutement, un avantage financier pour moi, rien. On aide. On a touché beaucoup de choses de la vie. Moi, on m'a beaucoup aidé. Quand j'étais étudiant, quand je cherchais mon premier job, j'ai reçu beaucoup d'aide, de conseils, de gens de droite et de gauche. Et quand les gens viennent me demander, j'aide de façon totalement désintéressée. Si vous comprenez le sourcing, vous avez compris que c'est la meilleure stratégie pour trouver les 30 cibles qu'il faut identifier. Parce que si vous en avez deux ou trois, si ça échoue, eh bien, vous êtes mal. Tandis que sur 30, c'est la loi des grands nombres qui joue. Les gens se disent, on a une opportunité, on n'a pas de recrutement peut-être, mais on a quelqu'un qui semble qualifié, il est recommandé, il a pris contact avec nous, ce qui prouve un certain dynamisme, une certaine passion, un feu sacré. Vous partez du bon côté. Après, il faut faire le reste, il faut que vous réussissiez les interviews, enfin, ça c'est une autre partie de notre programme. Alors je voudrais aborder, on reviendra peut-être sur le sourcing, mais les deux écueils de l'auto-évaluation. Il y a d'abord se surévaluer. Ne pas se rendre compte, par exemple, qu'on n'a pas d'énergie. On est un type intellectuel, mais on est relativement passif. Ben, les postes élevés de direction générale vont vous échapper. Il vaut mieux le savoir. C'est un cas rare. Enfin, ça peut se produire. Si un trait de personnalité et que vous ne vous entendez pas facilement avec les gens, il faut travailler dessus ou prendre des postes fonctionnels où la connaissance technique prédomine. Il faut savoir où se positionner et connaître ses défauts. Alors, il faut interroger sa femme, elle connaît tous vos défauts.
Et si vous ne pouvez pas interroger votre femme, ou que vous n'êtes pas d'accord avec son jugement, vous interrogez vos amis, vos collègues, vos anciennes collaboratrices, bien que rapportant à vous et étant d'un niveau inférieur dans la hiérarchie, elles vous connaissent peut-être mieux que vous-même et elles savent quels sont vos défauts. Il faut apprécier que quelqu'un vous dise franchement vos défauts. D'ailleurs, un des défauts, c'est de ne pas aimer le feedback, ne pas supporter de recevoir des critiques. C'est un écueil épouvantable. Alors, le deuxième écueil de l'auto-évaluation, c'est de se sous-évaluer. Et il nous tombe dessus, évidemment, parce que comme on a un poste inférieur à celui qu'on va avoir, on cherche une promotion, on a une opinion sur soi qui dépend du passé, les 10 dernières années, alors qu'il faut vous projeter dans les 10 années suivantes qui seront totalement différentes. Et on risque de voir ses compétences par le petit bout de la lorgnette. Compétences techniques, euh, compétences éthiques, compétences de communication, mais ça ne va pas plus loin. Alors qu'il faut vous projeter. Il faut aussi procéder à une analyse de vos contributions. Votre vraie carte de visite, ce n'est pas votre curriculum vitae. Ce sont les 3 réalisations que vous avez faites depuis 2-3 ans. Celles-là, si elles sont bonnes, si elles peuvent être racontées, c'est votre vraie carte de visite. Car celui qui a un problème correspondant à ce que vous avez résolu dans les 2-3 dernières années sera ravi de parler avec vous, de voir comment vous avez trouvé la solution et de vous recruter s'il est en recherche. Il y a une chose qui m'a frappé dans certains domaines, c'est la rémunération, c'est-à-dire la valorisation d'un poste, dépend de l'angle sous lequel ce poste est envisagé. Je m'explique. Vous apportez des idées d'acquisition sous forme d'études de marché, eh bien on vous paye le prix de l'étude de marché, les honoraires, au revoir. Vous apportez et négociez ces mêmes acquisitions, on vous donne des commissions qui se montent à des millions. Le travail n'est pas tellement différent. La façon de positionner son travail dans la chaîne de valeur des services rendus est essentielle. Il faut être lucide à ce sujet, car ça déterminera un petit peu le niveau dans l'organisation. Il faut en être conscient. Les contributions que vous pouvez faire dans le domaine qualitatif, sur le plan de la formation, de l'orientation stratégique de l'entreprise, vous semblent banales parce qu'elles sont sorties de votre cerveau, vous les exposez comme des préférences, vous n'accordez pas plus d'importance que ça. Mais en réalité, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ça a une valeur colossale. Je me souviens d'un très grand groupe dont la holding me pose la question, est-ce que, à votre avis, je devrais renouveler le mandat du président de la filiale? Il s'agissait d'un méga groupe. Je réponds avec une banalité. Je dis, et je n'accordais aucune importance à cette réponse, je dis, moi je ferai
une recherche si cette personne n'est pas qualifiée. Et donc, c'était pour moi le client de l'année. Mais il y a un moyen très simple de savoir si vous devez le renouveler ou non. C'est des renouvellements de 5 ans. Comme président de directoire d'un immense groupe de centaines de milliers de gens. Le moyen très simple de prendre cette décision, c'est d'avoir un entretien avec lui et de lui demander quelles sont ses idées sur les 5 prochaines années en matière de stratégie du groupe, de configuration du groupe, d'acquisition, de cession, de produits, de recherche, enfin, voilà, quel est l'ensemble du plan stratégique. Et dans la conversation, vous aurez la réponse. C'est lui avec qui je veux faire les 5 prochaines années, ou bien non. Avouez que ce n'est pas la découverte de la relativité générale. C'était une phrase de bon sens. Le client en question m'a dit, vous êtes génial. Et il l'a répété à 2, 3 personnes qui me l'ont répété, comme si j'avais donné le conseil du siècle. On valorise pas toujours. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. On valorise pas toujours qui l'on est dans un groupe et les contributions qu'on y a fait. On considère que c'est normal, ça faisait partie du job. Or, dans la réalité, pour des personnes extérieures, ça a une valeur considérable. Et vous pouvez non pas l'inscrire sur votre curriculum vitae, mais en parler lors des discussions avec vos employeurs potentiels. Je regarde un peu l'heure. Un point que je veux évoquer, c'est une méthode de travail. À chaque étape où vous allez progresser dans l'établissement de votre ciblage, dans les discussions avec vos sources, dans les approches des personnes que vous aurez identifiées, il faut laisser votre cerveau libre de penser et écouter les intuitions que vous aurez. Très souvent, les gens cherchent des réponses quantitatives, chiffre d'affaires, développement des affaires, niveau de salaire, des réponses simples. En réalité, on est souvent bloqué par des questions qualitatives. Quelle est l'entreprise qui m'intéresse le plus dans cette liste? Comment puis-je atteindre le président de cette société? Le cerveau fonctionne d'une façon permanente et nous croyons qu'il fonctionne en séquence. C'est faux. Avez-vous remarqué, lorsque vous réfléchissez à un problème simple, qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines vacances? Est-ce qu'on loue une villa? Est-ce qu'on fait un voyage? Bref, à un moment donné, vous êtes en train de vous raser le matin ou de conduire une automobile ou d'acheter des vêtements, et puis soudain, le cerveau a la réponse. C'est parce que le cerveau continue de fonctionner. Et il existe une partie du cerveau qui engendre des jugements intuitifs, émotionnels. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Il faut écouter les dictates de les pulsions de cette intelligence émotionnelle. Elle sort parfois
avec retard la solution au problème de blocage que vous avez. Il faut écouter cette voix intérieure qui vous dit la voie à prendre. Alors ça a l'air un peu biscornu ce que je dis, mais en réalité, vous l'avez tous constaté. Quand on laisse traîner un petit peu les choses, au bout de 24 heures, vous avez la solution. Il ne faut pas s'accrocher et chercher une réponse rationnelle à tout. Il y a le jugement intuitif joue un rôle considérable. Je vais voir dans mes notes ce que je voulais vous dire de plus concernant ce sujet. Bon, dans les sources, ça dépend tellement de vos recherches et de vos objectifs. Mais lorsque vous avez fait votre auto-évaluation, vous allez probablement faire un plan A, un plan B, un plan C. Le plan A, ça va être la prolongation positive de vos connaissances actuelles et du secteur où vous êtes. Le plan B, ça va être un élargissement de cette cible à des domaines qui n'ont rien à voir, mais qui se rapprochent quand même, où il y a une identité de process. C'est-à-dire ce que vous avez appris et que vous êtes capable de gérer, vous l'avez dans d'autres secteurs avec un process identique. Et puis vous avez ensuite des idées totalement nouvelles qui sont la start-up, devenir entrepreneur, s'associer à une entreprise en croissance qui est dans sa 10e année, petite entreprise mais qui a beaucoup de potentiel, changer radicalement de secteur parce que ça vous passionne et vous vous étiez dit, tiens, c'est peut-être ça que je veux. Bref, vous avez au fond 3 listes. Une liste qui correspond à ce que vous avez fait dans le passé et que vous pouvez le mieux explorer en le prolongeant dans l'avenir. Une liste d'entreprises voisines compatibles avec vos compétences. Puis troisièmement, une liste de ce que était votre passion secrète à l'âge de 20 ans ou 15 ans, quelque chose que vous aimeriez faire. Et les sources, lorsque vous avez identifié le secteur, c'est de trouver les analystes, les journalistes, les organismes professionnels, les fournisseurs, les avocats d'affaires, les banquiers qui suivent ce secteur et qui connaissent par cœur les intervenants. Et je vous souhaite de trouver la source idéale. Un ancien président, connaissant bien le secteur et ayant eu une activité dans l'association professionnelle, ne doit pas être si mal que ça. J'ai mentionné le cas du mentor, pas menteur, mentor improvisé, c'est-à-dire du conseiller. On a parlé du marché caché, on a parlé de bien classer les sources et pas perdre de temps avec les sources qui ne peuvent rien faire pour vous. Vous demandez conseil, vous sentez tout de suite si ça va, si le conseil est constructif, s'il donne des éléments ou pas. On parlera longuement, on a parlé dans certains de nos webinaires du réseau, du réseautage. Ça, c'est essentiel. Mais il ne faut pas perdre non plus trop de temps dans des réunions de réseau qui réunissent des gens qui sont comme vous, en recherche, dans l'association de l'aveugle et du paralytique pour traverser le désert ne mène pas à grand-chose. Il faut que vous vous adressiez à des gens qui connaissent. Il y avait un point que je voulais mentionner, surtout pour les gens qui recrutent pour eux-mêmes, qui recrutent une personne, un patron.
J'emploie le terme recruter parce que ça dit bien la démarche. Quand vous êtes candidat à un poste normal, c'est-à-dire pas encore de direction générale, qui pourra peut-être le devenir, mais bon, on vous a vu que vous avez vos compétences, vous, vous avez la réunion, l'interview, on vous pose des questions, vous suivez le scénario que nous indiquons, c'est-à-dire essayer de parler de l'avenir, de conversation, de vous mettre en situation vis-à-vis de la personne qui vous interviewe, en situation de collaboration future. Et s'il s'agit d'un poste de direction générale, la donne est un peu différente. Pour les postes élevés, ou les postes de comité de direction, vous voyez, la règle générale, c'est qu'on ne va jamais à un interview sans connaître parfaitement l'entreprise. On ne comprendrait pas que vous n'ayez pas fait une petite étude sur l'entreprise, son bilan, ses enjeux, vous n'ayez pas vu les presses, l'actualité de cette entreprise, vous ne connaissiez pas les produits, combien ils coûtent, comment ils se situent par rapport à la concurrence. Il faut que vous connaissiez les enjeux stratégiques de l'entreprise. Si on pense que vous êtes venu les mains dans les poches sans savoir très bien ce qu'était l'entreprise, c'est une forme de mépris. Pour un poste élevé, il faut faire une étude de son employeur futur. Et il faut avoir une histoire à raconter. Il faut que votre carrière apparaisse comme une histoire cohérente, rassurante, que vous pouvez projeter dans l'avenir avec eux. Il faut que vous racontiez vos expériences positives, mais il faut que vous ayez un dialogue constructif sur la base d'expériences vécues. Ne dites pas je suis un grand leader. Montrez une situation dans laquelle vous avez fait changer d'avis votre équipe commerciale ou financière, alors qu'ils étaient tous contre tel projet, finalement, vous les avez retournés. Ça, c'est ce que fait un leader. Donc moi, si on me dit je suis un leader, je transforme les entreprises, c'est ce que vous lisez sur LinkedIn, sur tout le monde, j'en crois pas un mot. Ça passe sans retenir mon attention. Et si vous dites ce que je viens de dire, vous avez transformé l'entreprise en convainquant les gens un à un et en formant une nouvelle équipe qui désirait atteindre cet objectif, là je dis vous êtes un leader. C'est moi-même qui dois le découvrir. C'est pas vous qui devez me le dire. Bon, c'est des détails, mais ça permet d'être découvert par le recruteur. Et le recruteur désire connaître la cohérence de votre vie, ça les rassure. De votre vie professionnelle, j'entends. Alors, on va essayer de conclure. Vous avez votre auto-évaluation probablement déjà terminée. Si ce n'est pas le cas, vous la terminez et vous commencez le ciblage. Vous essayez tous les jours d'appeler 3 cibles. C'est une discipline. Sinon, vous n'avancerez pas. Vous essayez d'identifier 3 sources. Une source plus complète, connaissant le secteur où vous voulez aller. Une source moins complète, connaissant peut-être une ou 2 sociétés sur lesquelles ils peuvent vous conseiller.
La difficulté que l'on a souvent, c'est on présente ses compétences techniques comme étant la seule chose qu'on ait. C'est une immense erreur. Les compétences techniques sont essentielles, elles vous ont permis d'avoir l'entretien, mais une fois l'entretien a lieu, on veut savoir quelle est votre personnalité et quels sont vos talents de personnalité indispensables. Alors, j'ai fait une liste des talents que recherchent les recruteurs. Ce n'est pas toujours ce que vous croyez. Très souvent, on se fait des illusions sur ce que recherchent les gens. On se trompe. Ce que recherchent, une fois qu'on a découvert les compétences techniques, on a parlé du contexte professionnel dans lequel on a travaillé, parfait, ça rassure les gens. Ce qui vous distingue des autres, c'est votre personnalité et vos traits de caractère et vos défauts potentiels. Alors la personnalité, elle dérive de la façon dont vous répondez aux questions et des actions réussies, des expériences réussies de votre vie professionnelle dans les 2, 3 dernières années. On ne remonte pas à votre première année d'expérience professionnelle. Mais ce que recherchent particulièrement les gens, c'est le sens des responsabilités. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui assume? Je viens de voir un interview de Poutine par un grand journaliste américain, 4 fois 1 heure, c'est assez long. Et le journaliste américain pose la question à Poutine, que pensez-vous de Helsinki, qui est mort il y a longtemps, et c'est Helsinki qui a nommé Poutine. Alors on a rappelé que Helsinki était alcoolique, avait des problèmes de décision, il prenait des décisions le matin, après dans la journée il était mal, il était malade, et d'ailleurs il a démissionné. Mais Poutine, je ne sais pas si on peut retenir tout ce qu'il dit, mais il dit la grande qualité d'Helsinki, c'est qu'il assumait. Il avait fait des erreurs, il assumait les erreurs. Il avait fait des choses bien, il assumait tout. Je ne sais pas si c'est utile de rappeler cette histoire, mais vous avez des gens qui cherchent toujours à se défausser de leurs erreurs ou de leurs échecs sur d'autres personnes. C'est détestable. C'est un signe de cadre moyen, qui ne sera jamais cadre supérieur ni dirigeant. Il faut avoir le sens des responsabilités, prendre ses risques et assumer. La deuxième qualité que recherchent les gens, comme je l'ai décrit il y a quelques instants, c'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui est créatif? On parle d'un problème, il réfléchit, le cerveau fonctionne, à un moment donné, il sort, pas tous les coups, mais il sort la solution. Et si on essayait ça, et si, voilà. Et ça, en entretien, on arrive à voir, on pose des questions sur des politiques hypothétiques. On aimerait faire ça, mais est-ce que ça, on arrivera à l'imposer? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Il faut voir comment les gens réagissent. Donc le deuxième critère, après le sens des responsabilités, c'est l'intelligence émotionnelle. Le troisième critère, c'est des personnes qui ont un potentiel de direction générale, c'est savoir maîtriser son humeur. Parfois même, c'est transformer une ambiance
épouvantable à couper au couteau en un éclat de rire. Parce que c'est important à un moment donné de pouvoir détendre une atmosphère quand elle est tendue. La maîtrise de son humeur, ne pas être cyclotimique, un jour bien, un jour pas bien, souriant, pas souriant. À un niveau élevé, il faut éviter. J'ai mentionné ça plus tôt, mais c'est le quatrième élément, c'est l'acceptation du feedback. Feedback est un terme poli pour la critique. Acceptation d'être critiqué, et même, je ne veux pas dire le souhaiter, mais enfin, pouvoir avoir un entretien objectif sur des difficultés qu'on a rencontrées et l'opinion de quelqu'un d'autre. Un autre point, c'est l'assertivité bienveillante. Vous êtes en opposition avec pas mal de monde, on vous présente la solution, ben voilà, je crois qu'il faut une opinion commune, il y a toujours une opinion commune dans une entreprise. Ben c'est ça qu'il faut faire. Il faut peut-être savoir dire non, mais le faire de façon bienveillante, pas autoritaire, expliquer les arguments calmement, et surtout vis-à-vis de ses supérieurs. S'assumer, j'aime bien le terme assertivité bienveillante. Alors, les autres points, c'est le respect et la dignité vis-à-vis des collaborateurs de tous les niveaux. Ces compétences-là sont moins souvent indiquées. On parle du leadership, on parle de la transformation, du travail d'équipe. Oui, c'est vrai, mais il y a ces qualités que je viens d'indiquer, le sens des responsabilités, l'acceptation de la critique, une humeur stable, sont également très importantes. Nous avons atteint la partie didactique de notre réunion. Je voulais dire un mot sur la façon de concevoir ces webinaires. On va conserver la partie déblocage et explication. Je crois que ça, c'est utile. Mais il y a une partie importante, c'est l'étude de certains des cas. J'aimerais qu'il y ait des volontaires parmi vous pour présenter leur cas et qu'on le discute. Alors, on peut le faire sous un pseudo. On n'a pas besoin de donner des détails si vous ne désirez pas paraître. Vous pouvez être en audio. Mais si vous ressentez le besoin d'exposer votre cas pour qu'on puisse le discuter, le problème de l'un qui obtient une solution, c'est la solution également pour l'autre. Il y a un process, il y a une façon de réfléchir et franchir les étapes de, de cette recherche du job idéal se ressemblent. Aucune histoire ne sera semblable à la vôtre, mais une étude d'un ou deux cas tous les 15 jours entre nous, si vous êtes volontaire pour le faire, manifestez-vous et on va organiser ça. C'est plus que des cours didactiques où on parle en général de la recherche de job. Je vais aborder maintenant les questions. J'ai une première question qui m'a été posée. Anna me demande comment identifier si une cible souhaitée a besoin de moi. Alors, il y a déjà une première méthode qui est la palisse, hein, qui est évidente. C'est la cible vous le dira. Mais
vous pouvez anticiper cela en cherchant justement sur les job boards, hein, c'est Monster, c'est Indeed, etc., s'il y a des recrutements. Savoir qui recrute vous donne une idée de l'expansion de l'entreprise. On ne recrute pas 20 vendeurs, on ne recrute pas 20 project managers si vous n'êtes pas en expansion. Donc ça vous donne une idée si elle a besoin de gens comme vous. Mais il faut regarder les monographies, et puis c'est là que joue le sourcing. La question a été posée par Anna avant que je parle de la source, mais un ancien administrateur, un ancien directeur, quelqu'un que vous pouvez contacter qui est neutre, un prestataire de service peut vous indiquer si la cible recherche des gens comme vous. C'est le sourcing et les études de marché sur l'entreprise. Abel me pose la question, quel compromis faire ou ne pas faire sur le choix d'un futur employeur? Alors je suis peut-être un peu dogmatique, mais il y a des lignes rouges. Il faut que vous les fixiez. Par exemple, si vous avez un certain nombre de valeurs précises et que vous sentez que ce n'est pas du tout celle de l'entreprise, n'y allez pas, vous allez au casse-pipe. Il faut que ce soit grave, car les choses, on peut tolérer des opinions différentes, non. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Donc s'il y a des problèmes d'intégrité ou de valeurs différentes, ou de comportements différents, ou si vous avez des castes dans une entreprise, la famille d'une part, et puis les autres qui ne comptent pas, ben vous ne serez jamais un directeur général qui peut réussir. Donc, il y a des moments où il ne faut pas faire de compromis. Il faut que vos lignes rouges soient presque écrites. Et surtout, ne pas renouveler des erreurs antérieures. Quelles sont vos lignes rouges? Quelles sont vos valeurs qui font que vous ne prendrez pas un poste jamais dans telle entreprise? C'est important que vous le sachiez dès le début. N'hésitez pas à me contacter. Vous en connaissez mon email. Si vous êtes bloqué sur un sujet, ça prend quelques secondes, on peut s'appeler, on peut s'entraider. Je serai ravi de faciliter vos démarches. Il faut que vous progressiez. La semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours, j'ai fait un challenge. Je l'ai fait en disant, cette recherche doit durer un mois. Comment faire qu'une recherche dure un mois? En réalité, je sais très bien que les recherches durent 3 mois à 6 mois. Plus le temps des interviews, que vous ne contrôlez pas, qui est faire connaissance de l'équipe, qui met parfois 15 jours de plus. Mais il est essentiel que vous fassiez comme si c'était urgent pour éviter le phénomène de procrastination. Il faut toujours que vous ayez votre timing sur le mode urgent. Quand vous avez une piste de job, vous téléphonez tout de suite. Même si aucune urgence à téléphoner, il faut créer une atmosphère d'urgence. Sinon, ces recherches peuvent durer 6 mois, un an, et ne pas avancer. Sur l'auto-évaluation, il y a un moment donné où vous savez à peu près qui vous êtes sur le plan personnalité, valeurs, expérience réussie et compétences techniques. Donc,
Il y a un moment où ça ne sert plus à rien de tourner en rond à continuer les évaluations que vous avez déjà. En matière de ciblage, c'est indéfini. Effectivement, si vous avez la discipline de chercher 3 cibles par jour dans le cadre du plan A, B et C que vous pouvez avoir, cette discipline forcera à avancer, à aller de l'avant. Car quand vous avez des rendez-vous, bien vous êtes obligé de les honorer et on apprend. Et on apprend aussi par ses échecs. Si vous revenez d'un entretien et que ça s'est mal passé parce qu'il n'y avait pas de fit, il n'y avait pas le fit de ce sentiment au sens d'harmonie entre vous deux, c'est pas grave. Mais vous avez appris quelque chose. Hein, c'est le proverbe de Mandela. Quand j'ai un échec, j'ai appris. Puis quand j'ai un succès, j'ai un succès. J'ai acquis cette expérience à la fois de chasseur de tête et d'outplacement. C'est des circonstances rares de la vie qu'il a fait. J'ai Je vous passerai tous les tuyaux que j'ai, mais il faut que vous posiez la question. Donc je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée et des avancées dans le domaine de la découverte de votre vie professionnelle nouvelle. À bientôt.